On ne peut pas faire mieux. En France, les organisateurs font des efforts énormes pour organiser en ce moment dans ces périodes compliquées. Et ils essaient de nous faire, Thierry d'ailleurs les soutient et les pousse beaucoup pour nous faire un programme très adapté. Mais là-bas, il y a tout simplement, il n'y a pas besoin de se décarcasser autant. Il y a une richesse énorme qui fait un programme très riche, donc très complet, donc très sur mesure, ce qui permet d'optimiser, on va dire, un peu chaque cheval. Voilà, ça c'est pourquoi j'y suis allé. Je voulais absolument retourner là-bas. Donc moi j'ai arrêté mes études pour faire passer la pilule à mes parents. Il fallait que je trouve une bourse. Alors, je trouvais une bourse dans un collège qui avait pas mal d'académies sportives. Et donc j'ai pris des études aussi comme ça. Equine management, je dirais, business management. Je m'en souviens pas énormément, mais c'était surtout pour pouvoir monter à cheval en Angleterre. Et tout ça n'a pas de frais, quoi, parce que les chevaux étaient pris en charge, ma chambre, les études. Donc moi je voulais absolument remettre un pied là-bas. Mais j'étais pas en odeur de sainteté à la maison, donc il fallait que je me débrouille autrement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on va, tu me demandais pourquoi est-ce qu'on devrait, ou on doit, ou on va en Angleterre ou à l'étranger. Je pense que à l'international, qu'est-ce qui change les juges, qu'est-ce qui change les concurrents. Bon, ben, c'est quand même bien d'aller voir ses ennemis, mais ses concurrents ceux de l'intérieur, c'est une des meilleures manières de pouvoir les battre, déjà. Ensuite, évidemment que c'est enrichissant pour chacun d'aller voir ailleurs. Alors, à l'étranger, c'est encore plus ailleurs. C'est une autre culture, c'est une autre manière de faire. Donc tout ça voilà, est très enrichissant pour tous les jeunes. Là, tu viens de nous le dire, donc la licence c'était bien Equine Management, on s'est renseigné. Tu l'as fait pour tes parents, pour que la pilule passe bien, etc. Ouais, ce qui me permettait d'avoir en fait de finir sur une double licence. J'avais une licence en agronomie et une licence là-dedans. Ça faisait un peu moins bien que juste des études arrêtées, quoi. Justement, c'est là un peu où je veux en venir. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de jeunes cavaliers qui arrêtent les études après le bac, voire même avant. Toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu te rends bien compte qu'être cavalier, c'est aussi être un chef d'entreprise. Est-ce que finalement ça t'a servi? Qu'est-ce que tu en retires et quelles leçons est-ce que tu pourrais donner finalement à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans le métier comme toi tu t'es lancé? Moi, je dirais que les études, c'est pas forcément indispensable. Ça dépend de son entourage. Si un entourage assez solide, on peut prendre des risques. S'il n'y a pas d'entourage solide et qu'on a, au-delà de la volonté de faire, ça c'est indispensable pour toute personne qui veut mener une carrière, mais et du courage pour le travail, etc. Après, si on a il y en a qui sont très débrouillards, il y en a qui sont très naturellement commerçants. Voilà, il y a plein d'autres aspects. Si jamais ça ne marche pas en sport, on peut faire du commerce, on peut faire du coaching, mais il faut un petit peu savoir évaluer ses forces. Et si on est jeune, il faut quand même demander à son entourage, voir comment on est perçu, parce que les gens qui savent vendre des aspirateurs à toquant à la porte, tu veux, on le sait depuis qu'ils sont jeunes. Et ces gens-là, ben, voilà, si ce mec-là, il veut faire du cheval à haut niveau, ça ne marche pas, il pourra toujours faire du commerce, il pourra toujours vendre des idées. Il y a des gens qui ont ça, donc il faut surtout savoir un peu ce qu'on est. Et le monde du cheval est quand même un monde qui emploie beaucoup de personnes, qui a des horizons assez divers et variés, et ce qui permet d'avoir plusieurs casquettes ou plusieurs options dans son travail, même si beaucoup de jeunes veulent tenter la carrière pour enfin, du sport de haut niveau. Tu penses que tu aurais pu rester au Royaume-Uni, continuer ta carrière, continuer d'entretenir les relations avec le staff fédéral français, de progresser, ou est-ce qu'il y a un moment où tu as eu le besoin de rentrer en France, d'être entouré par le staff français pour pouvoir intégrer l'équipe de France et courir en fait pour les couleurs de l'équipe de France? Non, c'est pas ça qui m'a fait rentrer parce que j'étais sélectionné aux Jeux et au Championnat d'Europe 2013 et j'étais en vue pour 2014 mais mon cheval a été blessé tout en étant en Angleterre. Donc c'est pas ça qui m'a fait rentrer, mais c'est plus parce que beaucoup de propriétaires m'appelaient pour me confier des chevaux et finalement se décourager parce que j'étais en Angleterre. C'était à la fois très proche et il y avait la mer entre nous. T'arrivais quand tu étais en Angleterre à gérer en fait tes relations avec l'équipe de France? C'était pas un problème la distance? Bah, écoute, les relations avec l'équipe de France, on se retrouvait sur des concours majeurs et puis en stage de préparation si j'étais sélectionné. Donc c'était j'étais un peu moins proche que maintenant des autres puisque je faisais pas les concours intermédiaires avec eux, mais je faisais les gros rendez-vous avec eux. Donc
Moi, ça m'allait très bien comme ça. C'était pas ça le problème. Aujourd'hui, Astier, tu continues de t'entraîner et concourir en Angleterre. On le sait, tu y es très attaché. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle analyse, toi, tu fais du circuit de concours complet et notamment quelle comparaison est-ce que tu peux faire entre les concours en France et les concours là-bas sur les terres britanniques? Est-ce que tu penses qu'il y aurait des axes d'amélioration à importer de l'Angleterre à chez nous? Alors, c'est très différent et pour plusieurs raisons. Je pense pas qu'on puisse reproduire le système anglais chez nous. Pour deux raisons. La culture du concours complet en Angleterre, c'est le sport là-bas. C'est le sport des rois avec chasse à courre et steeplechase. Voilà, c'est trois sports très cousins, très imprégnés dans la mentalité anglaise. Ensuite, nous, on a un territoire beaucoup plus vaste. Et bon, pour parler culture, nous, c'est plus course hippique et saut d'obstacles. Et on a un territoire beaucoup plus vaste, ce qui rend les choses plus compliquées. En Angleterre, on parle bien d'Angleterre, on enlève le Pays de Galles, on enlève l'Écosse. Il y a beaucoup de concours. Tout est très proche. Donc on court beaucoup de chevaux. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs concours du même niveau dans plusieurs coins d'Angleterre le même week-end. Ils ont réparti ça géographiquement relativement intelligemment pour permettre à tous les compétiteurs de pouvoir sortir leurs chevaux sur différents niveaux, enfin un calendrier qui est très complet. On court aussi, je me souviens d'avoir couru là-bas 4 chevaux, d'avoir fini à 14 h. Je suis rentré à la maison, une demi-heure de route, j'ai remonté 2 chevaux. Il y a une productivité qui est supérieure. Avoir des piquets de chevaux importants comme à Oliverton, c'est pas forcément quelque chose qui est envisageable en France. Voilà, donc ça c'est un peu les différences. Est-ce qu'on peut reproduire ça? Non, parce qu'en France souvent ils sont attachés à la pause déjeuner dans les concours. Donc ça c'est quelque chose qui me choque toujours, même si ça me choque encore plus quand je suis revenu. Et parce qu'il y a moins de chevaux, moins de cavaliers, il faut voir les effectifs. Hein. Je les ai plus en tête, mais une fois j'avais regardé le nombre de licenciés en complet en Angleterre et en France. Le ratio c'est du x10 ou x15, et en plus sur un plus petit territoire. Donc voilà, ce qui rend forcément le nombre de concours beaucoup plus important pour satisfaire toute cette demande, et puis aussi cette mentalité anglo-saxonne du bénéfice. Il faut que les organisateurs sont très à profit. Et puis du coup, pour ce faire, ils essaient de passer 1200 chevaux en 3 jours. Et ils y arrivent souvent. Sur des terrains qui n'ont pas, on va dire, trop aménagés, puisque c'est la nature qui le leur permet. Ils sont dans des parcs de châteaux, de grandes demeures, et c'est 4 ficelles et sur un beau gazon. Donc c'est pas non plus une Garato d'Inclément montée de toutes pièces pour l'occasion. Dans une interview que tu as donnée au magazine Biathlète il y a à peu près 1 an, tu disais que être cavalier, c'est finalement aussi être un manager, un chef d'entreprise. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut être cavalier et se concentrer sur son sport sans cultiver en fait ce côté chef d'entreprise, ce côté entrepreneuriat, manager, ou est-ce que maintenant c'est devenu inhérent en fait à la vie sportive? On est obligé de prendre en compte toutes les contraintes financières et de créer un business model et de devenir chef d'entreprise pour faire vivre sa structure et pour alimenter sa carrière sportive. Bon, encore une fois, je vais parler un peu de l'entourage. Moi, je pense que c'est obligatoire, mais parfois, il y a des gens qui sont entourés par leur famille ou par des proches ou par des collaborateurs qui travaillent de manière très étroite et qui leur permet d'être un peu plus cavalier professionnel, sportif professionnel, parce qu'aujourd'hui, cavalier professionnel, c'est le chef d'équipe, c'est le manager, c'est celui le chef d'entreprise plutôt que le chef d'équipe, qui s'occupe de toute la boutique. Mais oui, il y a cette problématique à laquelle il faut répondre obligatoirement pour être performant. Il ne suffit pas de bien monter à cheval. Et puis après, ça dépend si c'est toi ou quelqu'un avec qui tu vas avoir. Les années 2000, on va revenir un peu sur ta carrière sportive, Astier. Et évidemment, hein, on ne peut pas ne pas évoquer les années 2015-2016. 2015 le CCI Pau, 2016 évidemment Rio, 2 médailles. Comment est-ce que tu as vécu Rio, la pression, les médias, le retour de Rio, l'avant, après? On m'a soufflé une petite anecdote. On m'a dit que
à l'entrée de piste de la finale des Jeux en individuel, tu aurais dit à Michel Asrel, le DTN de concours complet, qu'il n'avait pas du tout à s'inquiéter et que tu allais lui ramener la médaille. C'est un trait de caractère que tu as d'être aussi, de prendre les choses avec autant de légèreté. Alors, c'était l'équipe, déjà. C'est l'équipe. Je me souviens pas exactement, mais comme ça m'a été rapporté par pas mal de personnes, dont des gens immédiatement sur place aussi à la sortie de piste, donc apparemment c'est pas une légende. Moi j'ai pas le souvenir, j'étais un petit peu comme on peut être dans des grands rendez-vous, un peu transcendé. Et j'appellerais pas ça de la légèreté par contre, au contraire, moi c'était quelque chose de très intense, très. Je me souviens juste de l'avoir un petit peu envoyé balader, mais genre arrête de me faire des calculs, de me stresser là, parce qu'il était plus lui-même là, il était complètement tendu, et ça m'aidait pas pour la piste. Donc je l'ai envoyé un peu balader en me disant que, en reprenant les sources, que c'est bon, j'allais lui sortir sans faute et récupérer la médaille qu'il nous fallait. Enfin, parce qu'on visait l'or, mais je veux dire, on n'avait pas l'or garanti si je faisais sans faute, ça dépendait aussi des autres. Donc la médaille, pour rester sur le podium par équipe, il fallait que je fasse sans faute. Et oui, c'était plutôt, laisse-moi me concentrer, je suis focus là, je suis dans un tunnel, il n'y a rien sur les côtés, il y a tout devant. C'était plus ça que de la légèreté, c'est pas parce que j'étais en train de plaisanter avec lui. Au contraire, j'étais un peu hard. Ta confiance, elle venait de ta confiance en toi, de ta confiance en ta préparation ou de la confiance dans ton cheval sur le moment, que tu sentais particulièrement bien et affranchi des fautes quoi. Mon cheval était bon, non, il brûle plus d'herbe. Mon cheval était très bon, je chantais bien le parcours, j'avais très très envie de faire une performance aussi. Je crois que la détente s'était bien passée, l'année s'était bien passée, l'année d'avant aussi. Il y avait plein de choses qui. Je n'ai pas le souvenir précis, c'est des moments, même en sortant de piste, je ne me souvenais pas de l'avoir dit. Donc c'est des choses qui sont très vécues très intensément sur le moment. D'ailleurs, c'est bizarre, ça ne m'arrive pas de dire des choses dont je ne me souviens pas, sauf en fin de soirée peut-être. Mais... Et comment est-ce que tu as vécu l'après-Rio? Parce que j'imagine que les choses ont beaucoup changé pour toi à ce moment-là. Tu n'étais peut-être pas forcément. Alors oui, tu étais prêt, tu avais une finale performance, mais tu n'étais peut-être pas forcément préparé à ce qui allait t'arriver après. Oui, pas préparé parce que je n'avais pas estimé les Jeux Olympiques aussi importants avant de les faire, et encore plus d'avoir du succès là-bas que c'est le cas. J'ai trouvé que, je crois que c'était fin octobre, je me suis dit, bon, on s'est pas encore reposé depuis Rio. Et tous les jours, il y avait quelqu'un avec qui célébrer les bonnes nouvelles. Ou beaucoup de sollicitations médiatiques, il fallait toujours prendre la voiture pour aller à Paris, tout ça. Ça, c'est immédiatement après. Ensuite, ça aide un peu, même carrément professionnellement. Les gens vous font plus confiance. Et politiquement, ça ouvre beaucoup de portes. C'est un bon gros passeport international. Déjà, même les gens qui ont participé aux Jeux Olympiques, ils sont regardés respectueusement. Alors, quand on a eu du succès, c'était encore plus facile. Comment tu fais aujourd'hui, à quelques mois de potentiellement Tokyo, à quelques années maintenant de Paris, pour capitaliser sur ton expérience de Rio, pour t'en servir, pour te préparer? Est-ce que c'est vraiment un avantage et un atout pour toi dans ta préparation aujourd'hui de l'avoir déjà vécu, de savoir ce qui t'attend un petit peu, ou est-ce que quelque part tu te prépares un peu de la même façon parce que tu avais déjà les bons outils à l'époque et donc tout simplement tu copies-colles ce qui a marché pour Rio? Non, je suis quand même dans un autre stade de structuration de mon écurie. Quand j'ai fait Tokyo, c'était un petit peu la sortie de mon époque amateur, le début de mon professionnalisme, avec un système qui reposait sur peu de piliers, qui était très instinctif, avec pas une tonne de chevaux. Donc c'est assez différent, il faut être honnête. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la situation actuelle? Aujourd'hui c'est différent, j'ai une écurie au sens classique, avec une grosse quinzaine de chevaux, avec du staff, une secrétaire, un responsable de communication, c'est un petit peu différent quand même. Donc avant Rio, on était plus sur
On fait du sport, ah, il y a un succès, ah, peut-être on a fait un autre, on a peut-être été sélectionné, ah, on est sélectionné, le cheval va toujours bien, bon, on le prépare bien maintenant, on a du coton, hop, on le sent bien, bon, Rio, quel est ton favori, moi-même, ok, j'y vais. Ça c'est fait. Maintenant, on est plus rechercher le cheval, rechercher des chevaux, parce qu'on sait aussi qu'y aller avec un cheval, comme j'ai fait à Rio, ben, c'est quand même c'est chanceux, c'est hasardeux d'avoir un cheval pour préparer une échéance, donc on essaie de construire des bases plus larges. Et il y a tout un. Ouais, maintenant il y a une plus grosse conscience de la mise en place du système pour y arriver. Bon, après, si on va parler de l'avenir, mais on peut quand même pas ne pas revenir sur ce cheval-là hein, qui t'a offert l'or à Rio et l'argent à l'individuel. Piaf de Bnéville, est-ce que tu pourrais nous parler de lui? Dans une interview pour l'Éperon, tu as dit que c'était évidemment le cheval de ta vie et que ce sera toujours lui qui t'a donné un statut. Je crois que ce cheval-là n'était pas du tout destiné à faire du haut niveau à la base. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur votre rencontre et puis les moments forts de votre carrière? J'ai dit que c'était le cheval de ma vie qui le resterait toujours, mais j'ai dit que ce ne serait pas forcément le seul. Parce que ça, je ne peux pas parler de l'avenir. Mais ouais, aujourd'hui, c'est le cheval de ma vie absolue. En fait, je pense que ce qui a aidé ce cheval, qui ne passait pas la visite veto à 6 ans, quand on l'a acquis avec Michel de Châteauvieux, c'est que moi j'étais à un niveau moindre à l'époque. J'étais un peu plus amateur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ayant plus de capacités techniques et plus d'exigences, le cheval, je l'aurais peut-être un petit peu sollicité et il aurait peut-être faibli un peu. Tandis que moi, j'ai continué d'apprendre. Voilà, j'avais déjà fait quelques épreuves importantes avant, mais je continue mon apprentissage et je le montais, on va dire, à 70% de ses capacités. Aujourd'hui, je serais plus de 95-100% de ses capacités à chaque stade de sa progression. Avec un cheval qui a des petits soucis de santé, ce ne serait peut-être pas passé. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi. On a parlé de Piaf, on a parlé un peu au passé, maintenant on va parler donc, au futur. Donc Rio c'était il y a 5 ans. Tokyo ce sera cette année, Paris dans 3 ans. On sait que tu as un nouveau cheval dans ta vie sur lequel tu as fondé beaucoup d'espoir, c'est Babylone de Gamma, qui a déjà cumulé un certain nombre de participations à l'international. Tu as gagné notamment le CCI 4 étoiles de Blair Castle et tu es qualifié pour les Jeux de Tokyo s'ils se tiennent. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ce nouveau cheval? Il me semble que c'est le cheval que j'avais vu. Est-ce que c'est le cheval que j'avais vu chez Édouard? Un gris? Oui, bien c'était chez Édouard. C'est le cheval que j'avais vu chez Édouard, du coup, voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce cheval, de tes ambitions et de la manière dont tu le fais progresser, dont tu l'entraînes en fait en vue des échéances très proches? Ce cheval-là, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en anglais je dirais the nicest, hein, il a l'air très talentueux, quand on monte dessus, le feeling est incroyable. C'est pour ça que je différencie bien le best du nicest, parce que le best pour l'instant c'est Piaf, il a fait beaucoup de résultats, même en dehors de Rio. J'ai pas fait ça avec Babylone, mais il a déjà fait des bons résultats, il est 3e au Lyon, il a gagné Blair. Mais c'est un cheval qui est pétri de qualité et quand on est dessus, on est installé sur une belle Ferrari. Ce cheval a 10 ans aujourd'hui, il est qualifié pour Tokyo comme tu dis. Aujourd'hui on n'est pas forcément dans le wagon de tête, on n'est pas loin je pense. Et après il y a le dressage qu'on peut améliorer. Moi je me suis un petit peu égaré dans cette discipline, il faut le dire franchement, dans cette phase plutôt. J'ai été plus performant que je ne l'étais récemment, mais là je suis en train de retrouver des bonnes sensations. Je dis pas ça parce que je suis interviewé, mais parce que là j'ai fait la rencontre de quelqu'un récemment qui me redonne un petit peu goût à ça et fait comprendre pas mal de choses. Et puis me laisse voir le potentiel du cheval que j'ai jamais négligé ni sous-estimé, mais dans cette phase. Et voilà, les choses aujourd'hui redémarrent bien et il faut que les autres devant fassent attention parce qu'on n'est pas loin. Puis on est chaud. Et je vais rebondir là sur ce que tu viens de dire.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnes avec qui tu t'entraînes? Je crois bien savoir que notamment tu montes avec Edouard un peu à l'Écode, tu y vas, ou bon, voilà, vous échangez en tout cas sur le travail à l'obstacle. J'ai perdu mon fil. Et donc avec quelqu'un en dressage. Oui, mais j'ai perdu mon fil. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'un cavalier comme Édouard ou une personne dans le dressage peut t'apporter dans le fonctionnement de tes écuries, dans le fonctionnement de tes chevaux, en plus du stade fédéral que tu as à tes côtés tout au long de l'année? Bah, disons que les gars comme Edouard ou Bernard Bosso, du coup en dressage, qui est pas très loin de Lisieux, et l'un et l'autre d'ailleurs, bah, c'est quelque chose de plus proche, plus au quotidien. Le staff, c'est de l'échange téléphonique et puis après c'est ponctuel en compétition. Ben, en fait, c'est puriste dans leur discipline. Donc, la réponse est assez évidente parce que nous, étant des triathlètes, ok, on ne peut pas pratiquer la discipline exactement de la même manière qu'eux, parce qu'on a des contraintes un peu variées quand même dans ce sport, mais forcément des systèmes de gens qui sont dans ce sport de manière exclusive avec des chevaux génétiquement programmés pour ces épreuves-là, forcément qu'ils vont avoir beaucoup plus de méthodes et qui vont pouvoir justement nous enrichir par ces points de vue-là. Nous, comme on est sans arrêt dans le triathlon, dans les trois directions, on peut être un petit peu sur une moyenne des choses, et là c'est l'occasion à chaque fois d'avoir une piqûre de rappel pour aller un peu dans l'exigence pure de la phase en question, que ce soit le saut d'obstacle ou le dressage. Et tu penses vraiment que vous ne pouvez pas exceller dans une discipline? En fait, je pense à toujours la même personne, mais Michael Yang, qu'on a vu nous courir le 5 étoiles à Bordeaux, en indoor. On le voit parmi les cavaliers de CSO de 5 étoiles, on a l'impression que c'est sa discipline. Il n'y a pas de gap de niveau, en tout cas à l'œil. Ouais. On a l'impression qu'il est capable d'aller courir demain les plus grosses épreuves, les plus gros championnats. Est-ce que tu penses que c'est juste parce que c'est un extraterrestre, ou est-ce que c'est reproductible mais très difficilement? Moi je pense que le mec, il est incontestable que c'est une star. Par contre, moi je pense que ce qui permet de faire ça, c'est encore une fois, je parle d'entourage, de système. Lui, pour parler de lui, il est né et il a évolué dans la structure de ses parents qui étaient des enseignants, des professeurs d'équitation, je ne sais pas exactement. Et tout est très calé. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a été chez lui, un ami qui s'appelle Jock Padgett, qui a gagné badminton en 2013. Et tout est très très calé. Donc il y a peu de chevaux de complet, il y a quelques chevaux de dressage, maintenant de plus en plus de chevaux de CSO. C'est une question d'emploi du temps, c'est une question de système. Je pense qu'il y a plus de cavaliers de complet qu'on ne le croit, qui peuvent monter à la télévision en CSO sans avoir l'air d'être dépassé ou de venir d'une autre discipline. Après, le système qu'a monté Michael, je ne le connais pas en détail. Ce que c'est sûr, c'est qu'il faut le respecter et l'admirer, puisque ça lui permet d'être très performant partout.